notre invité ce matin, c'est Nicolas Tenzer. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Spécialiste des questions géostratégiques, enseignant à Sciences Po, auteur de ce livre, Fin de la politique des grandes puissances, cette édition de l'Observatoire. On va parler du livre, mais d'abord, on parle de ce qui se passe aujourd'hui en Turquie. C'est peut-être la suite de la guerre en Ukraine qui se joue, des pourparlers qui vont donc avoir lieu entre délégations russes et ukrainiennes, mais finalement pas directement. C'est ce qu'on comprend des informations qu'on a ce matin. Ça sera plutôt des réunions tripartites avec notamment des délégations américaines. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose, du coup, de cette journée de... Non, concrètement, non. D'ailleurs, on n'en attendait rien. Personne de sérieux ne pouvait en attendre quoi que ce soit. Surtout qu'on a deux délégations qui sont sur des positions, d'ailleurs, fondamentalement différentes. D'un côté, vous avez les Ukrainiens qui, avec les Européens, disent depuis le 11 mars, nous sommes prêts à accepter un cessez-le-feu inconditionnel. Et puis, de l'autre, vous avez des soi-disant négociateurs russes, en fait une équipe de tueurs, je le dis clairement, parce que, vous savez, il y en avait deux qui étaient là, concrètement, Medensky et Fomin, qui étaient déjà là en mars 2022 à Istanbul, qui disent, et qui ont dit à cette époque-là, écoutez, si vous ne capitulez pas, ils avaient dit aux Ukrainiens, eh bien nous allons continuer nos massacres. C'est pour ça que vous dites équipe de tueurs. Vraiment, c'est ça. En fait, vous dites la délégation russe, elle ne cherche pas l'appel. Vladimir Poutine, il ne veut pas l'appel. Ne la cherche pas, ne la veut pas. On sait très bien que Poutine veut continuer à détruire l'Ukraine, à annihiler l'Ukraine, à anéantir ses habitants. On est dans une politique de destruction et donc là, on est sur deux choses. Alors que les Ukrainiens disent, au moins, écoutez, si vous voulez vraiment discuter, faisons un cessez-le-feu. On ne va pas discuter alors que vous êtes en train, comme vous le faites depuis plus de 3 ans maintenant, sinon d'ailleurs plus de 11 ans, de lancer des bombes sur les enfants qui jouent dans les cours de récréation, sur les écoles, sur les hôpitaux, etc. Je veux dire, il y a un certain moment où il faut être totalement sérieux. Donc, les Ukrainiens sont prêts à tout, ils sont prêts à accepter des choses, enfin accepter, en tout cas à discuter. Les Russes sont en train toujours de défendre une position maximaliste qui est d'abord, bien sûr, contraire au droit international et à ses règles fondamentales. Volodymyr Zelensky, il dit que Moscou ne prend pas au sérieux les négociations d'aujourd'hui. C'est le cas ? Oui, bien sûr, c'est le cas. Mais de toute manière, il n'a jamais été question pour Poutine de négocier ou de discuter quoi que ce soit. Mais d'ailleurs, c'est lui qui a initié ce qui se passe en ce moment en Turquie. Comment on explique du coup qu'il initie des discussions qu'il n'y participe pas ? Tout ça, c'est une politique de poker menteur, si j'ose dire. C'est-à-dire que derrière, vous avez Poutine qui dit je ne peux pas complètement m'aliéner Trump, et donc je dois montrer de manière factice que je suis prêt à quelque chose. Mais dès qu'on lui dit, écoutez, Monsieur Poutine, on vous prend au mot, c'est ce qu'a fait le président Zelensky, venez, d'ailleurs je suis là, on peut se rencontrer. Eh bien, Poutine, qui est en fait une sorte de petit dictateur, et comme tous les petits dictateurs minables, a peur. C'est un homme de peur, vous savez, Poutine. C'est quelqu'un qui joue effectivement les muscles, qui détruit, qui annihile des centaines de milliers de vies, mais derrière, c'est quelqu'un qui est terré dans son bunker. On l'a vu d'ailleurs aussi pendant la crise de la Covid-19, vous savez, avec les longues tables, c'était presque amusant, a une peur du contact physique. Même quand il va à 3 mètres dans le Kremlin, il vient avec des limousines derrière. Et là, je pense qu'il a en face de lui quelqu'un qui n'a pas peur, qui est le président Zelensky, qui est un vrai héros, qui est capable d'aller dans les positions les plus dangereuses sur la ligne de front, et qui lui dit venez discuter. Et je pense que psychologiquement, pour cet ancien agent du KGB qui sait manipuler, et qui a essayé de manipuler les plus grandes de ce monde, qui a manipulé largement Trump, qui au début d'ailleurs avait largement un peu embobiné Emmanuel Macron, qui a compris quand même depuis largement de quoi il retournait. Mais écoutez, en même temps, c'est quelqu'un qui montre sa véritable face. Donc ça veut dire que le rapport de force psychologique, il est à l'avantage de Zelensky aujourd'hui ? Bien sûr, il est à l'avantage de Zelensky. Et surtout que j'étais en Ukraine la semaine dernière encore. Vous savez, on a une série de récits qu'on entend parfois sur certains plateaux de télévision, mais qui est un récit aussi que le Kremlin alimente largement, qui dit l'Ukraine a perdu, l'Ukraine va perdre. La réalité sur le terrain, ce n'est pas celle-là. La réalité, c'est que l'Ukraine tient, que la situation sur le terrain est extraordinairement difficile, oui, pour les forces armées ukrainiennes qui se battent dans des conditions absolument terribles, mais la ligne de front n'a pas bougé. La Russie n'est pas du tout capable d'avancer et de conquérir plus de territoire ukrainien. Alors, certes, les Ukrainiens non plus aujourd'hui n'ont pas toutes les armes pour reprendre les territoires qui leur ont été pris, ça c'est vrai. Mais on n'est pas du tout dans une situation de défaite, donc arrêtons avec le défaitisme. Aujourd'hui, vous avez des Ukrainiens qui se réarment de manière massive, qui ont déjà utilisé 50% des armes produites par eux pour se battre, qui ont produit l'année dernière 150 000 drones, 1,5 million drones, qui va en produire 3 millions cette année.
qui produit des missiles à longue portée, qui a réussi à éliminer la force russe maritime de la mer Noire. Enfin, je veux dire, ça veut dire que l'Ukraine peut finir par gagner cette guerre ? Bien sûr. Alors ça va être difficile. Il faudra bien sûr que nous, alliés, nous lui donnions beaucoup plus d'armes. Mais on n'est pas, encore une fois, dans une position de défaite. Je pourrais parler longuement, effectivement, aussi des risques, d'ailleurs, d'un accord de paix finalement malvenu. Risque pour l'Ukraine, bien sûr, parce que ces territoires occupés d'Ukraine, ce sont des territoires occupés d'abord par des femmes, par des enfants, par des hommes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils subissent ? Il faut toujours le rappeler. Les femmes sont régulièrement violées de manière massive, avec des viols de masse organisés. Les enfants sont déportés. Il y en a plus de 20 000 déportés en Ukraine, en Russie. C'est un crime de génocide. Vous avez tout le monde qui est torturé, puisque la première chose que les Russes, quand ils prennent un territoire, mais génocide, le mot est fort. Hein. On est pour vous, on est dans un. On est dans un. De manière juridiquement, en vertu de la Convention du 9 décembre 1948, la déportation d'enfants pour les russifier est un crime de génocide. Et là-dessus, il n'y a pas. Et derrière, il y a une intention génocidaire. On est vraiment. Mais encore une fois, c'est légalement caractérisé. Et puis derrière, vous avez aussi. Donc d'éliminer les Ukrainiens ? Pardon ? D'éliminer les Ukrainiens. Ah oui, il y a cette volonté-là. Mais aussi le fait de déporter, c'est-à-dire de russifier des enfants, d'enlever à quelqu'un, si vous voulez, leur patrimoine culturel, national, pour, de force, les embrigader et les assimiler dans une autre nation, est considéré, en vertu de cette convention que j'ai citée, comme un crime de génocide. Et voilà. Donc ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et puis, imaginez que vous ayez un accord de paix. Vous allez avoir quoi ? Derrière, la Russie va évidemment, quelques années après, vouloir reconquérir l'Ukraine, va vouloir attaquer considérablement l'Europe, elle va se réarmer. Et pendant ce temps, vous aurez des opinions publiques européennes qui vont dire « Ah ben ça y est, on a un accord de paix, donc la Russie n'est plus dangereuse, n'est plus une menace. Ça va nous endormir et ça va accroître la menace russe, la menace que la Russie fait peser sur notre sécurité. » Juste, vous parliez des territoires. Emmanuel Macron, mardi, sur TF1, il a quand même fortement laissé entendre que, de toute façon, l'Ukraine serait contrainte de faire des concessions territoriales, qu'elle ne pourra pas reprendre tous les territoires perdus. Alors je pense que c'est une faute. Ce qu'il a dit ? Je pense que c'est une faute. Je pense que aujourd'hui, oui. C'est-à-dire que si on est sur une situation passive aujourd'hui, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ou dans les 3 mois qui viennent, ou les 6 mois qui viennent, l'Ukraine n'aura pas la possibilité de reprendre le territoire. Là-dessus, on est parfaitement clair. Mais si vous dites en même temps ce que dit le président de la République, et l'ensemble d'ailleurs des dirigeants européens, écoutez, l'intégrité territoriale de l'Ukraine et sa souveraineté ne sont pas négociables, je ne vois pas comment le fait de dire l'Ukraine ne peut pas reprendre des territoires est conforme avec cette position de principe. Et je vois aujourd'hui un risque, c'est-à-dire que si on accepte que des territoires, finalement, restent occupés, au-delà du fait que Poutine va y commettre effectivement des actions qui sont des crimes de guerre contre l'humanité ou le génocide, je ne vois pas comment, on pourrait tout simplement, disons, conserver une crédibilité de l'Europe en termes de dissuasion et de protection du droit international. Donc, dire que c'est soi-disant réaliste que peut-être l'Ukraine devra abandonner les territoires me paraît totalement faux. Les Européens, Emmanuel Macron qui a aussi dit que les Européens prendront de nouvelles sanctions si Vladimir Poutine n'accepte pas de cesser le feu, ça va changer des choses, ces nouvelles sanctions européennes ? Alors, plus il y a de sanctions, mieux c'est, parce que l'économie russe se porte mal. Oui, et moi, je veux dire, j'ai quand même une extraordinaire interrogation dans cette histoire. C'est que pourquoi est-ce que ces sanctions n'ont pas déjà été prises ? Je veux dire, ça fait quand même des centaines de milliers de morts après, en Ukraine, sans parler des autres. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé déjà jusqu'au bout ? Jusqu'au bout, c'est quoi ? C'est au moins le gel des avoirs russes ? Non, les avoirs sont déjà gelés. Le problème, c'est qu'il faudra aujourd'hui les saisir. Emmanuel Macron, il dit que c'est pas possible. Alors là-dessus, c'est totalement faux. C'est totalement faux sur le plan juridique. Il y a eu beaucoup d'expertise là-dessus. Et quant aux risques financiers, alors ils sont réels, mais à partir du moment où vous avez les autres zones monétaires qui ont aussi une partie de ces avoirs russes, c'est-à-dire les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni, donc vous avez les 4 zones, l'euro, le sterling, le yen et le dollar, qui font exactement la même chose, les risques de déséquilibre de la zone euro sont devenus complètement nuls. Vous avez ça. Et puis derrière, vous avez tout un système, et l'Europe est très faible là-dessus pour l'instant, qui est un système de sanctions extraterritoriales. Alors, les États-Unis les appliquent régulièrement. Ces sanctions, elles visent les pays qui commercent avec cet État terroriste et délinquant qu'est la Russie. C'est-à-dire concrètement la Chine et l'Inde. Enfin, notamment, il y en a d'autres. Et ils lui achètent du pétrole à bas coût, d'ailleurs. Eh bien, allons-y. Alors, ça va, encore une fois, je réponds directement à votre question, ça va avoir un impact, oui,
absolument essentiel. Ça ne suffira pas. L'essentiel, malgré tout, ce sont les livraisons d'armes massives, de toutes les armes pour que l'Ukraine puisse regagner ses territoires et se défendre. Et c'est le transfert d'argent à l'industrie d'armement ukrainienne qui est remarquable pour qu'elle puisse produire, à un coût nettement moindre que celui des pays européens, des armes de qualité. On va parler de Donald Trump, qui pousse, lui, pour que Russes et Ukrainiens se parlent. Est-ce qu'il peut perdre patience, Donald Trump, s'il voit que Vladimir Poutine le balade ? Alors, il l'a déjà dit, effectivement, dans son fameux post sur Truth Social, juste après sa rencontre avec le président Zelensky au Vatican, en marge des funérailles du pape François. Il l'a déjà dit. En même temps, je suis plus pessimiste là-dessus, parce que il y a une forme de collusion, non seulement financière, mais idéologique entre les deux hommes. Même mépris pour le droit international, considération du rapport de force, indifférence par rapport aux victimes. Voilà. Il ne se rangera jamais du côté de l'Ukraine, et je crains, j'espère beaucoup me tromper. Alors, je pense que le Congrès va quand même, y compris les républicains, notamment, il y en a plusieurs qui vont aller dans ce sens, qui vont continuer à dire à Trump, écoutez, vous ne pouvez pas abandonner l'Ukraine, sinon vous allez apparaître comme un petit homme faible, ce qui est vrai. Est-ce que Trump ira jusqu'à un soutien massif à l'Ukraine? Pour l'instant, ce qu'il faut essayer de faire, et je pense que c'est la perspective du président Zelensky, c'est d'empêcher que les Américains retirent leur appui en matière de renseignement militaire, qui est absolument fondamental, et garde quand même un minimum de livraison d'armes. Bon, maintenant, s'il le faut, les Européens sont parfaitement capables aujourd'hui de remplacer les États-Unis. Ça, il ne faut pas l'oublier. L'Europe, ce n'est pas rien. L'Europe a déjà fourni beaucoup plus d'armes, finalement, que les États-Unis à l'Ukraine. L'Europe, c'est 500 millions d'habitants. C'est quand même un budget, je dirais, un PIB qui est 10 fois, il ne faut pas l'oublier, l'Europe, celui de la Russie. Et c'est une armée qui est 2,5 fois plus grande que celle de la Russie aussi. Donald Trump, pour continuer sur lui, qui a rencontré cette semaine le président syrien et qui a annoncé qu'il allait ordonner l'arrêt des sanctions pour donner une chance à la grandeur de la Syrie. C'est un peu inattendu quand même. C'est un peu inattendu et c'est plutôt une bonne nouvelle. Je veux dire que là, pour le coup, parfois on a des surprises avec Trump et des bonnes surprises, mais celle-là est une bonne surprise parce que je pense qu'il est absolument vital. C'est d'ailleurs aussi la position d'Emmanuel Macron et d'autres dirigeants à raison qui ont reçu Ahmed Al-Shara. Il a eu raison, Emmanuel Macron, de recevoir... je pense qu'il a eu... Il a été critiqué par une partie de la classe politique parce que c'est un ancien djihadiste. Non, mais je pense qu'il y a, encore une fois, je veux dire, il y a des gens, Dieu merci, qui évoluent. Je pense que c'est le cas d'Ahmed Al-Shara. Voilà. Maintenant, qu'il faille rester vigilant quant à l'unité de la Syrie, l'absence de persécution, la diversité, les rapports de paix entre les différentes personnes, le jugement des crimes commis par Assad pour le passé. Je pense que là-dessus, il faut être totalement vigilant. Mais aujourd'hui, la seule chance, si vous voulez, que vous avez, c'est que vous avez cet homme qui s'est quand même largement reconverti vers autre chose. On connaît son passé, abominable, on le sait, bien sûr, on est d'accord. Mais aujourd'hui, il peut garantir, je pense, une unité de la Syrie. Et si vous continuez d'avoir des sanctions, comment est-ce que vous voulez que ce pays qui a été détruit par Assad, appauvri par Assad, où toutes les infrastructures sont délabrées, où même les réseaux d'eau, d'électricité sont atteints, où il n'y a plus d'emploi, comment voulez-vous que ce pays, justement, échappe à des guerres intestines et au retour du djihadisme? Si vous voulez avoir le retour du djihadisme, eh bien, continuez avec les sanctions. C'est ça aussi la réalité de la Syrie. Donald Trump qui a également réclamé au président syrien de normaliser ses relations avec Israël, avec qui la Syrie est officiellement en guerre. Est-ce que ça peut aboutir? Je pense que ça dit la balle est du côté d'Israël. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une politique de gribouille d'un dirigeant israélien, alors bien sûr pas uniquement là-dessus, sur Gaza aussi, sur plein d'autres choses, une politique de gribouille qui continue à bombarder par exemple la Syrie, alors qu'on avait ce même Premier ministre israélien, un certain Netanyahou, qui finalement était totalement complaisant envers le régime Assad, pourtant responsable de centaines de milliers de morts en Syrie. Vous savez, vous aviez eu un grand rabbin en Israël, qui était le grand rabbin Israël Merlo. Vous avez un autre grand rabbin séfarade, Yitzhak Yosef, qui parlait de Shoah et de petit holocauste à propos de ce que faisait Assad en Syrie. Dans la bouche de ces dirigeants religieux, ça avait quand même une portée considérable. Netanyahou s'en moquait complètement, il essayait d'amadouer Assad. Et là, on a quelqu'un qui promet un avenir possible pour la Syrie, on verra bien sûr, certes il est incertain, et qui n'a qu'une politique finalement d'agression vis-à-vis de ce pays.
Donc vous ne croyez pas à une normalisation, mais plutôt du côté israélien. Alors voilà, mais je pense que les Syriens sont prêts. Les Syriens sont prêts. Regardez, les Syriens, ils ont remercié, d'ailleurs curieusement, le gouvernement israélien pour avoir éliminé le Hezbollah du Liban. Éliminé en grande partie. Et heureusement d'ailleurs, là pour le coup, autant beaucoup de reproches au gouvernement israélien sur ce qu'il fait à Gaza, autant je pense que l'action déterminante contre le Hezbollah était plutôt une bonne chose, et ça a permis la libération de la Syrie. Est-ce qu'Emmanuel Macron, mardi soir, a eu raison de dire que ce que fait Benyamin Netanyahou à Gaza est une honte? Oui, absolument, absolument. Et moi, je considère que c'est quelque chose qui est inacceptable. Je veux dire, j'ai condamné de manière la plus ferme possible, bien sûr, l'action génocidaire, et là aussi j'emploie le terme, commise par le Hamas le 7 octobre. C'était un génocide, c'était un pogrom. Et moi, j'ai dit à ce moment-là, il est clair qu'Israël a le droit de répliquer. Il ne peut pas rester passif. Mais sauf qu'il faut qu'il respecte le droit international. Et aujourd'hui, on a une politique suicidaire de Netanyahou, suicidaire d'ailleurs pour la légitimité de son propre État, et meurtrière, criminelle à l'égard des Palestiniens, qui va beaucoup plus loin que ce que le droit international autorise, et beaucoup plus loin que ce qu'il serait nécessaire de faire. Et vous avez un gouvernement, moi je le dis, vous savez, je suis juif. Et je le dis d'autant plus. Vraiment aujourd'hui, moi ce que je vois en Israël, c'est finalement une trahison de la loi. Une trahison de la loi, des principes fondamentaux, je dirais, du judaïsme, du principe fondamentaux, je dirais, qui animait l'éthique juive. Vous avez quelqu'un qui veut supprimer aussi les règles de droit en interne. Vous avez toutes les attaques, vous voyez, contre la Cour constitutionnelle israélienne. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez abominable. Il y avait un symbole qui m'avait alerté, je vais vous donner un seul exemple. C'est quand Netanyahou, janvier 2020, a reçu Poutine, l'un des pires criminels de guerre contre l'humanité, à Yad Vashem, ce lieu qui honore les mémoires de la victime de la Shoah. Il a reçu dans ce sanctuaire. Et ça a été une profanation. Et je crois que ça symbolise, si vous voulez, l'absence de loi, d'attention à la loi de ce régime. Donc Emmanuel Macron a eu tout à fait raison. Et c'est pour ça que vous ne parlez pas d'Israël dans ce livre ? Oui, parce que je pense qu'au contraire, voilà, j'en parle très très peu. Pourquoi ? Parce que justement, je pensais que, comme petite et moyenne nation, Israël aurait pu être un État exemplaire. Exemplaire par le droit, exemplaire par la cohésion, bien sûr ayant un droit à l'existence et à se défendre, bien sûr, mais il fallait ce soit cette nation exemplaire. Depuis que vous avez Netanyahou et une partie d'une extrême droite qui contrôle de fait et qui impose l'idéologie à une partie du pays, eh bien je pense que cet État ne l'est plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'image d'Israël, pour vous, elle est détériorée au plan international ? Elle est fondamentalement détériorée et je suis le premier à le déplorer. Et je pense, voilà, je ne sais pas si un jour Israël va ressurvivre avec tout simplement un autre gouvernement et une autre, disons, doctrine régnante dans l'esprit de la population qui va restaurer ces principes de dignité et de droit. Mais quelle est l'issue du conflit, selon vous ? Qui, aujourd'hui, peut encore raisonner Benyamin Netanyahou ? Je ne sais pas, ce serait effectivement un président américain, mais il faudrait aussi d'avoir un président américain résolu. Est-ce que Trump le sera ? Trump semble avoir pris quelques distances par rapport à Netanyahou, mais là aussi, vous avez quand même une forme, si vous voulez, d'amitié idéologique entre les deux hommes. Moi, je crois... Et alors, bien sûr, vous avez aussi un problème palestinien, c'est-à-dire que vous n'avez quand même pas non plus de l'autre côté, parce qu'il est clair que l'autorité palestinienne est totalement décréditée, le Hamas n'est pas un interlocuteur valable, bien sûr, là non plus, il faut être clair, c'est quand même un groupe terroriste et criminel. Donc il y a un vrai sujet d'avoir justement des modérés. Mais avec quelqu'un comme Netanyahou, d'ailleurs, qui avait favorisé le Hamas, il ne faut pas l'oublier, hein, avant les attentats du 7 octobre, il essayait de pousser en quelque sorte la radicalisation. Et ça aussi, c'est une politique véritablement criminelle, au-delà de l'action, effectivement, des colons eux-mêmes en Israël. Votre livre s'intitule « Fin de la politique des grandes puissances ». En quoi est-ce la fin de cette politique des grandes puissances ? Parce que je crois qu'aujourd'hui, si l'on veut rétablir les règles fondamentales du droit international et parvenir à la sécurité, l'avenir est celui des petits et des moyens États. C'est-à-dire que par rapport à une Russie qui, de toute manière, est destinée à sombrer, même si ces soubresauts créent des centaines de milliers de victimes. À quelle échéance ? 30, 40 ans, c'est ce que vous dites ? 30 ans, peut-être 20 ans, 30 ans. Je l'écrivais déjà dans un ouvrage en 2011, je pense que c'est 30. Mais là, sur le plan, encore une fois, économique, démographique, intellectuel, c'est la fin de la Russie, scientifique, c'est la fin de la Russie de toute manière. Voilà. Et Poutine accélère effectivement ce mouvement qui me paraît irrésistible, hein, d'une certaine manière. Les États-Unis
déjà avec les abstentions, si vous voulez, d'Obama, même de George W. Bush, déjà en 2008, en Géorgie, de Biden également, vous avez des États-Unis de plus en plus affaiblis, qui se retirent du monde, qui finalement ne pèsent pas. Hein. Vous parliez effectivement, est-ce que Trump peut convaincre Netanyahou? Est-ce que Trump peut résoudre le conflit, comme il le prétendait, vous avez, entre la Russie et l'Ukraine? Non, aujourd'hui, et Trump risque d'accélérer. Il pousse quand même pas au dialogue, à la négociation. Oui, finalement, sa politique pro-business, parce que lui, il fait aussi beaucoup ça en fonction du business, ça marche pas. Sans vision. Et moi, je voyais, quand je discutais avec les gens de l'administration Biden, vous aviez une absence aussi de vision des gens de l'administration Biden sur le futur. Et là, Trump casse encore plus. Vous savez qu'avec la suppression, par exemple, des programmes d'aide au développement, et il faut espérer que l'Europe les remplace, je veux dire, il perd en ce qu'on appelle soft power, c'est-à-dire pouvoir d'influence en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Quant à la Chine, vous avez de plus en plus de forces, et je le décris en détail dans ce livre, vous avez de plus en plus de pays qui considèrent qu'il y a un envahissement de la Chine, une politique de prédation, d'investissement massif. C'est vrai en Asie centrale, c'est vrai dans certains pays d'Amérique latine, c'est vrai aussi en Asie du Sud-Est, dans d'autres pays, qui devient insupportable. Et donc ce que je pense, c'est que l'Europe, avec d'autres puissances alliées, avec Taïwan, qui est notre allié, et j'insiste beaucoup là-dessus, il faut arrêter mais c'est qui aujourd'hui les alliés de l'Europe, justement? Vous avez le Japon, vous avez la Corée du Sud, vous avez l'Australie, vous avez Taïwan, vous avez le Canada. Chili, vous avez le Canada, vous avez un certain nombre d'autres pays d'ailleurs d'Afrique, justement, qui considèrent que voilà, la Russie est très dangereuse et que la Chine est trop prédatrice, avec lesquels nous pouvons nous allier. Et je pense que c'est ça le rôle de l'Europe, et en particulier comme moteur, si vous voulez, de la France et du Royaume-Uni. C'est à nous de définir une politique étrangère cohérente, de créer ces alliances de containment de ces puissances révisionnistes et très dangereuses, au nom du droit international. Vous savez, l'Europe n'est pas un empire, elle n'a aucune volonté impériale. L'Europe, c'est d'abord le droit, et maintenant, il faut marier le droit et la puissance. Une dernière question sur un pays d'Europe, c'est l'Allemagne. Le nouveau chancelier, Friedrich Merz, il a déclaré mardi, il s'est engagé à doter l'Allemagne de l'armée conventionnelle la plus puissante d'Europe. Alors ça en inquiète certains, eu égard à l'histoire. Est-ce que ça vous inquiète ? Non, ça ne m'inquiète pas. Et pourtant, je viens d'une famille qui a un peu subi, si j'ose dire, quand même, ce qu'a fait l'Allemagne. Mais non, parce que je pense qu'aujourd'hui, je pense que l'Allemagne est de retour. Elle est de retour, mais c'est une Allemagne qui est quand même une Allemagne libre, c'est une Allemagne démocratique. Alors, certes, je peux m'inquiéter, si vous voulez, de la montée de l'AfD, Alternative for Deutschland, donc qui est le parti d'extrême droite allemand. Ça, bien sûr, oui, bien sûr. Mais on est quand même un pays, encore une fois, démocratique. Et aujourd'hui, moi, je vois qu'il y a une sorte de changement d'époque qu'avait décrété, vous savez, Olaf Scholz, c'est l'expression allemande Zeitenwende, qu'en fait, Friedrich Merz est en train d'appliquer en Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne est de retour et vous savez, un groupe de pays qu'on appelait jadis le triangle de Weimar, avec la France, l'Allemagne, la Pologne. Vous aviez toujours un des trois partenaires qui était déficient. La France, quand elle était dans cette illusion d'une alliance avec la Russie. L'Allemagne, c'était un peu la même chose. La Pologne, quand elle était gouvernée par l'extrême droite, avec le PiS. Aujourd'hui, vous avez maintenant une sorte de quatuor avec le Royaume-Uni qui s'est instauré. Et de voir une Allemagne forte aujourd'hui, qui a des propos très clairs sur la Russie, ce qui n'était pas le cas de Olaf Scholz avant, eh bien c'est quelque chose qui me rassure. Merci Nicolas Tanzer. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Votre livre, on le remontre, Fin de la politique des grandes puissances, c'est aux éditions de l'Observatoire, et votre précédent ouvrage dont vous étiez venu nous parler, Notre guerre, est également toujours disponible. Merci beaucoup Nicolas Tanzer d'avoir été avec nous. On passe tout de suite au Club des Territoires.